La mobilisation contre des fermetures de classe à la prochaine rentrée se poursuit, notamment pour les parents d'élèves de l'école de Vitrain qui sont allés manifester à Metz pendant que se tenait le conseil départemental de l'éducation nationale qui a confirmé le passage de 3 à 2 classes multiniveaux de la petite section de maternelle au CM2. Un projet de forêt sanctuaire à Bitche, la municipalité souhaite créer une forêt cinéraire pour permettre aux familles d'enterrer des urnes sous des arbres. Le projet concerne un terrain de 31 hectares près de l'étang d'Asselfourt. Un salon à la ferme consacré aux plantes aromatiques et médicinales. L'herboriste de Binin, Justine Perrin, l'a organisé en partenariat avec la Confédération paysanne pour sensibiliser le public et exposer les difficultés spécifiques à cette filière. Match plein de rebondissements à Aren lors des 32e de finale de la Coupe du Grand Est. D'abord menés 2-0, les Bitchenna ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu, mais c'est Reipertswiller qui s'est finalement imposé au tir au but. Carton plein pour les volleyeuses de Sarralbe, elles ont remporté 3-7-0 leur match face à Chaumont. Une victoire qui leur permet de gagner 2 places dans le classement du championnat de pré-national, passant de la 8e à la 6e place. 2 cyclistes du secteur vont s'élancer pour la course de VTT la plus dure au monde. Yannick, originaire de Sarinsmin, et Jean, originaire de Houndelin, s'entraînent dur avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud, où ils disputeront l'APSA Cap Epic. Le cercle d'escrime Sarreguemines-Confluence est en plein essor. Le nombre de licenciés ne cesse d'augmenter et le club disposera bientôt d'un espace dédié au Bliss Park avec 14 pistes métalliques. L'escrime olympique peut se pratiquer dès l'âge de 6 ans. Il faut attendre d'avoir 16 ans pour se lancer dans l'escrime artistique. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans quelques jours, cela fera 2 ans qu'il y a la guerre en Ukraine. Marie-Claire Glad-Jonas et Dominique Drouard sont tous 2 membres de l'association franco-germano-ukrainienne. La solidarité se poursuit et de nombreuses actions sont organisées dans les prochains jours, notamment dans le pays de Bitche. Les 2 invités du jour vont nous les détailler tout à l'heure. Mais d'abord, touche pas à mon école. Les enseignants et les parents d'élèves continuent de se mobiliser contre la nouvelle carte scolaire en préparation pour la prochaine rentrée. Ils étaient une quarantaine à manifester vendredi à Metz devant la préfecture de la Moselle. Une manifestation symbolique pendant que se tenait le conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le moment, il prévoit la fermeture de 85 classes, dont une à l'école de Vitrain. Reportage de Colline L'Expert. Le projet de carte scolaire pour la rentrée prochaine suscite de vives inquiétudes. À Vitrain, une classe pourrait être supprimée sur les 3 que compte actuellement l'école primaire et maternelle. On passerait de 3 enseignantes à 2 enseignants pour des classes de niveau maternel, donc petite section, jusqu'à CM1, ce qui représenterait ensuite des classes quadruples. Actuellement, on a déjà des classes doubles à triple, et là on se retrouve avec 2 classes quadruples, ce qui veut dire que le CP se retrouverait du coup avec les maternelles et les petites sections. La démographie est très en baisse, donc oui, c'est logique qu'on ferme des classes, mais bon, il faut voir aussi le bien-être des enfants et regarder territoire par territoire. Au cumul, 7 postes sont supprimés en raison de la baisse de la démographie. Un projet en discussion au Conseil départemental de l'éducation nationale, en présence notamment du DAZN et du préfet. Ça peut être satisfaisant aujourd'hui pour certaines écoles parce qu'il y a des situations où on pense que vraiment on a des chances de faire peser la balance du bon côté, mais ce sera au détriment d'autres endroits. Il y a parfois moins d'élèves parce qu'en fait on a fait moins d'enfants qu'il y a 10 ans. Eh bien, on pourrait pallier au manque de moyens en gardant les moyens que nous avions avant. Eh bien non, on nous dit il faut couper. Moins il y a d'élèves dans une classe, plus l'inclusion sera possible, plus la mixité sociale et scolaire sera facile et plus les enseignants pourront travailler avec une qualité de travail qui fera qu'ils seront moins absents. Côté ouverture, 25 classes devraient voir le jour en Moselle, notamment à Petite-Rosselle ou encore à Gondange. Commencer à voir l'au-delà autrement, c'est ce que cherche à faire la ville de Bitche en créant un autre type de sépulture. Dans la forêt communale, la municipalité souhaite créer une forêt cinéraire, c'est-à-dire un espace pour enterrer des urnes au pied des arbres. Pour aider les élus à comprendre le concept et à visualiser ce que pourrait être cette forêt sanctuaire, une visite du terrain a été organisée. Il y aura un minimum d'aménagement pour préserver la nature telle qu'elle est aujourd'hui. Pour l'instant, il n'a pas été décidé si une ou plusieurs urnes pourront être enterrées au pied d'un même arbre. Emilia Zell a participé à la visite. C'est sur des aires de sortie scolaire que le groupe s'engage dans la forêt communale de Bitche.
Jeudi après-midi, le maire, des conseils municipaux, des membres de l'ONF et de l'association Au-delà des Racines ont visité une parcelle de la forêt près de l'étang d'Asselfurt pour découvrir le futur site cinéraire. L'association, elle, parle de forêt sanctuaire pour 2 raisons. D'abord parce qu'on sanctuarise la forêt et on permet à la forêt de devenir mature et de sortir du champ d'exploitation de coupe et donc de la mort des arbres. Et la deuxième sanctuarisation, c'est la sanctuarisation de la mémoire des défunts, puisque il y a une identification, il y a une géolocalisation des défunts qui est faite et donc on peut, plusieurs générations plus tard, venir se recueillir. Un fléchage sera mis en place pour savoir quelle urne se trouve sous quel arbre. Selon le projet, le terrain de 31 hectares restera au naturel, sans artificialisation des sols, sans couronne de fleurs au pied des arbres. Ici, ce qu'on souhaite faire sur ce lieu, c'est donc créer un site cinéraire isolé où les familles pourront déposer au pied des arbres des urnes qui dans l'absolu devraient être des urnes biodégradables si on va au bout des choses, au bout de la philosophie, mais qui aujourd'hui la législation en fait ne le permet pas, donc c'est d'avoir des urnes en matériaux non biodégradables mais en matière naturelle, que ce soit de l'argile, de la céramique, de la pierre, du grès, dans un cadre qui nous amène à réfléchir aujourd'hui l'au-delà et l'après autrement. L'association a plusieurs rôles, dont celui de faire connaître le concept. Et d'accompagner les élus qui sont intéressés pour développer le concept, parce qu'aujourd'hui nous avons un référentiel, nous avons étudié le sujet et nous savons ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, jusqu'à quelle limite on peut laisser aller notre imagination. Dans le même temps, il y a aussi en projet l'agrandissement du cimetière civil sur une partie de la cour de l'école des Remparts. À quelques jours du Salon de l'Agriculture, un salon de la ferme était organisé hier à Binin par Justine Perrin, herboriste, en partenariat avec la Confédération paysanne. L'objectif était de sensibiliser le public sur la filière des plantes aromatiques et médicinales. De plus en plus de jeunes producteurs se lancent dans cette filière, y compris dans d'autres régions. Mais malgré la forte demande, ils font face à des difficultés pour s'implanter sur le marché. Reportage de Marie-Morgane Pires et Camille Henriot. La plante se dépêche. Elle fait ouvrir toutes ses fleurs et puis nous, il faut courir derrière. En quête des nouveaux herboristes. C'est le titre du film de Daniel Stosser et l'une des thématiques de l'opération Le Salon à la ferme. Une centaine de participants l'ont visionné avant de lancer la discussion sur la filière des plantes aromatiques et médicinales. Une spécialité aujourd'hui en plein boom, mais il n'est pas simple pour ces jeunes cultivateurs de se faire une place sur un marché devenu mondial. Plus de 12% entre 2008 et 2018 de personnes qui sont installées en PAM. Et depuis 2018, en fait aussi, il y a de plus en plus de personnes, mais c'est chouette. Vraiment, l'objectif de la journée, c'était aussi de parler de la difficulté de s'installer en tant qu'agriculteur, d'accéder à du foncier. Si les parents n'ont pas été agriculteurs, si on s'installe en partant de rien, en fait, c'est extrêmement difficile en fait, de commencer quelque part. On n'arrête pas d'alerter sur le nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite, le nombre d'exploitations qui diminue. Et en fait, on voit qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'installer, on a envie de dynamiser les territoires, mais concrètement derrière, quand on veut accéder à ne serait-ce qu'un art de terrain, parfois c'est vraiment compliqué. Donc on ne parle pas d'un hectare où c'est vraiment le combat. Autre bémol, l'absence de reconnaissance officielle des herboristes en France, contrairement à d'autres pays européens. Pour que le bienfait des plantes soit reconnu, selon le syndicat de la Confédération paysanne, il faudrait davantage d'études scientifiques. Cela permettrait d'aider les petits paysans à se faire une place sur le marché. Dans le film, ce qui était présenté, c'est de dire on a envie que la recherche cautionne un peu, travaille sur les bienfaits des tisanes et des choses comme ça. Mais on est tellement éloigné des réglementations officielles, des pressions des gros lobbies pharmaceutiques et tout ça. Et on essaye dans cet univers-là de trouver notre chemin. On rentre dans des critères économiques où s'instaure la SMI, surface minimale à l'installation. Et donc jusqu'à présent, elle était de 17 hectares au minimum. Alors après, si vous étiez en maraîchage, il y a des équivalences et on peut y arriver à moins. Mais le problème, c'est qu'on arrive, les jeunes qui ne sont pas propriétaires de foncier, n'arrivent pas à acquérir un minimum de 1 ou 2 hectares
pour pouvoir s'installer et pour pouvoir développer leur activité. Néanmoins, les débats politiques se poursuivent actuellement au niveau européen et au niveau national pour faciliter le développement de la filière. L'idée est de créer une nouvelle formation pour ces herboristes pour éviter toute promotion frauduleuse autour des plantes médicinales et aromatiques. Focus maintenant sur l'Ukraine avec nos invités du jour. Le 24 février, samedi, cela fera 2 ans, jour pour jour, que la Russie a lancé une invasion militaire en Ukraine. 2 ans de guerre là-bas et 2 ans de mobilisation ici. Dominique Drouin, vous avez été parmi les tout premiers à vous mobiliser. Votre première action, c'était une grande collecte à Götzenbrück. Oui, effectivement, nous avions alors pour la petite histoire, nous avions déjà des contacts avec l'Ukraine avant la guerre. Nous avions rencontré des Ukrainiens venant de Lemberg en Ukraine, à Lemberg en France, en présence d'élus de Lemberg en Allemagne, et évoqué déjà l'idée de la construction d'une association entre les 3 Lemberg, donc Lviv, qui veut dire Lemberg en Ukraine, Lemberg en Allemagne et Lemberg en France, avec des objectifs comme des échanges de jeunes, des actions culturelles communes, etc. Et puis tout ça a été un peu coupé dans son élan avec le déclenchement de la guerre. Voilà, donc on avait déjà les contacts. Alors très vite, on a pu mettre en place une collecte, donc à Götzenbrück et à Lemberg, dans les 2 villages, et un camion que nous avions affrété directement grâce à nos contacts en Ukraine, qui venaient d'Ukraine, pour récupérer un 36 tonnes, pour récupérer des couvertures, des vêtements, du médical aussi. Les pharmacies y avaient participé, donc c'était une grande action qui, en très peu de temps, a réussi à remplir ce camion et à être donc accueilli à Lemberg en Ukraine et ensuite dispatché en Ukraine selon les besoins. Une grande action et qui avait déjà réuni pas mal de monde, puisque au départ, c'était l'association de Lemberg Foyer pour tous, dont vous faites partie aussi, qui se mobilisait aux côtés d'autres associations locales. Et puis finalement, vous avez créé l'association franco-germano-ukrainienne qui est basée à Zweibrücken, c'est ça? Voilà. Alors, donc c'était notamment le foyer rural de Götzenbrück avec lequel on avait beaucoup travaillé, avec lequel on travaille encore, et on l'abordera tout à l'heure lors des actions de commémoration. Alors cette association franco-germano-ukrainienne, nous souhaitions la créer de manière transfrontalière. Malheureusement, il n'y a pas de statut d'association transfrontalière. Donc il fallait choisir un pays. Donc, nous avons choisi effectivement l'Allemagne pour déposer nos statuts. Mais le comité, et ça n'a pas été une mince affaire non plus, pour être reconnu, donc le comité est formé de personnes de nationalité ukrainienne, française et allemande. Et l'étape suivante, qui n'était pas facile non plus, c'est d'être reconnu d'utilité publique en Allemagne, avec des Français et des Ukrainiens dans le comité. Voilà, je vous épargne les détails donc juridiques et techniques qui ont été des obstacles, mais nous avons réussi. Finalement, les statuts ont été déposés en mai 2022, et donc avec la reconnaissance d'utilité publique. Et donc vous êtes français, vous en êtes le vice-président. La présidente est ukrainienne, mais vit en Allemagne depuis longtemps, depuis déjà avant le déclenchement de la guerre. Alors elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on lui a demandé quelles étaient, à ses yeux, les actions les plus marquantes. Depuis 2 ans, on a organisé plusieurs actions très différentes. Pour moi, parmi les plus importantes, il y a le soutien aux soldats ukrainiens. Nous avons acheté des vestes pour l'un des bataillons et des chaussures aussi. C'était très important pour protéger les soldats et qu'ils aient chaud, notamment en hiver où il y a beaucoup de neige en Ukraine. La seconde action qui m'a beaucoup plu, c'est quand nous avons invité des enfants ukrainiens à venir en France. On a organisé un camp au mois de juillet. Il y avait 15 enfants ukrainiens. Ils ont habité ici, chez l'habitant. Ils étaient vraiment heureux de ne plus entendre les sirènes.
Alors Marie-Claire Glad-Jonas, vous faites partie de ces familles qui ont accueilli l'été dernier des enfants ukrainiens pour quelques jours de vacances. Je suppose que c'était une expérience marquante. Très marquante. Je peux vous dire qu'on en parle encore régulièrement tous les jours à la maison et nous avons des contacts encore avec les deux jeunes. Comment vous vous êtes lancée là-dedans? Parce qu'en fait, vous, au départ, vous ne faisiez pas encore partie de l'association. Non, non, pas du tout. Quand j'ai entendu qu'il y avait un projet d'accueil d'enfants ukrainiens, tout de suite, j'ai appelé Dominique et bon, on habite le même village, donc et tout de suite, voilà, j'étais volontaire, vraiment, avec mon mari, avec ma fille et mes deux petits-enfants, d'accueillir des enfants ukrainiens. Donc, alors, au quotidien, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a l'aspect des enfants qui parlent français, pas forcément l'anglais, et puis vos enfants, vos petits-enfants, je ne sais pas s'ils arrivaient à échanger avec eux. Et puis, il y a l'aspect, ce sont des enfants qui sont potentiellement traumatisés par la guerre, qui ont l'habitude des sirènes, des bombardements, des morts dans leurs proches. Comment ça s'est passé avec eux? C'était un petit peu ma crainte au départ, que les enfants allaient peut-être ne pas dormir, ne pas avoir des difficultés la nuit, ou voilà. Et puis au niveau de la, comment je vais dire, du journalier, enfin du quotidien, quoi. Hein. Et ça s'est en fait très bien passé, parce qu'elles se sont très bien adaptées déjà dès le premier jour. Voilà. Après, au niveau de la communication, c'était surtout, on avait la chance d'avoir une petite ukrainienne qui parlait assez couramment l'anglais. Donc moi, comme j'avais aussi des notions d'anglais qui datent quand même d'il y a longtemps, mais voilà, on a bien pu communiquer, et avec aussi une application sur donc le téléphone portable. Elles avaient toutes les deux leur téléphone, et donc avec une application, un traducteur, on a pu vraiment bien communiquer. C'était vraiment très ludique pour toute la famille, pour mes petits-enfants également, et mon mari également. Donc c'était autour de la table. Bah, c'est sûr qu'on avait le téléphone, mais ça nous permettait d'échanger. Et on a vraiment passé 15 jours formidables avec ces deux jeunes Ukrainiennes, à tout point de vue. Il y avait aussi donc un centre aéré, qui était organisé. Oui, toute la journée, il y avait plein il y avait des d'activités. Une semaine, elles étaient en centre aéré, donc je les amenais le matin, ou mon mari, à 8h. Et donc, c'était vraiment, ça leur permettait aussi d'être ensemble, les enfants entre eux aussi, se retrouvaient, leur groupe de 15 enfants. Et la semaine d'après, donc Dominique avait organisé aussi quelques actions, quelques sorties. Enfin, en tout cas, c'était très bien organisé. Je peux vraiment... J'en sors que du positif. À refaire. Vous aussi, vous en aviez hébergé? Oui, alors j'avais aussi deux enfants ukrainiens, trois chez moi à la maison. Je confirme tout ce que disait Marie-Claire, c'était vraiment... alors c'était 2 semaines intenses, mais aussi, je pense, des plus enrichissantes de ma vie, d'être en contact. Alors, par rapport au traumatisme dont vous parliez, ma mère m'avait raconté l'époque où elle était pendant la guerre dans sa cave avec les signaux pour les sirènes pour les bombardements. Je n'ai jamais vraiment pu m'imaginer. Et là, durant ces 15 jours, alors il y avait une animatrice ukrainienne qui était, 2 animatrices ukrainiennes qui avaient accompagné ces enfants. D'ailleurs, pour aussi être là. On l'avait demandé au niveau de l'association, à ce qu'il y ait aussi des adultes ukrainiens qui soient présents pour éventuellement, en cas de problème psychologique, affectif, etc., à régler, pour qu'ils puissent être rassurés, les enfants. Et donc, une de ces animatrices avait laissé son téléphone sur la table, et moi j'étais descendu à la cave, et d'un coup, il y a eu une sirène, mais un bruit qui faisait... qui glaçait le sang. Et c'était, en fait, elle avait oublié de débrancher l'alarme, parce que chaque fois, chez eux, en Ukraine, en fait, les alarmes ce sont plus des grosses sirènes, c'est chacun à son téléphone. C'est transmis sur les téléphones, et j'ai compris ce que c'était. Et j'étais en plus dans la cave, donc alors, un instant, juste, pu peut-être me représenter ce que ça voulait dire. Alors, donc on avait mis ça en place. On avait aussi au niveau langue, on avait tout ce que disait Marie-Claire, mais on avait aussi des enfants ukrainiens qui étaient déjà en Allemagne depuis un bout de temps, qui parlaient couramment l'allemand et qui pouvaient faire ensuite aussi l'interface. Bien échanger. Alors vous disiez, vous étiez resté en contact avec celles qui étaient chez vous. Est-ce que vous êtes dans l'ensemble resté en contact avec
tous ces enfants, est-ce qu'ils vont bien? Parce qu'ils sont retournés dans leur pays. Oui, moi je peux parler des deux filles que nous avions hébergées, que nous avions accueillies, et elles vont bien. Elles vont bien. L'une d'entre elles a eu un petit frère, donc j'ai des contacts très réguliers avec elle, donc avec Anastasia, les deux. Elles s'appellent toutes les deux Anastasia, et elles vont bien. C'était le 29 décembre, il me semble qu'il y avait une attaque également, un bombardement. Donc là, elles étaient vraiment très inquiètes, elles ont pleuré, elles m'ont dit vraiment c'était... Donc moi, je suis en contact très régulièrement, vous avez toutes les tissé semaines. des liens forts. Oui. Et elles sont pour elles, pour le moment, les nouvelles sont rassurantes, mais elles sont quand même dans un pays en guerre et c'est quand même... Elles me disent toujours que l'avenir est incertain. Bien sûr. Pour elles. Alors, ces enfants... Pour donner un petit complément au niveau géopolitique, ces enfants étaient pour la plupart déjà des réfugiés, c'est-à-dire beaucoup d'enfants déjà été déplacés dans leur pays. Voilà, dans leur pays. C'est beaucoup d'enfants, donc beaucoup de familles de l'Est se réfugient près de Lemberg, près de Lviv, puisque c'était un peu protégé. Si ce n'est que maintenant, depuis quelques mois, notamment en fin décembre, mais aussi là en janvier, les bombardements commencent à prendre de l'ampleur aussi à Lemberg, donc à l'ouest. Et on a les retours qu'on a, c'est les peurs qui commencent à aussi gagner. Ils retrouvent en fait les peurs qu'ils avaient fui. Bien sûr. Alors, ces enfants n'étaient là que pour quelques jours de vacances, mais il y a aussi des familles qui ont déménagé, qui se sont réfugiées ici. Il y a des femmes ukrainiennes d'ailleurs qui ont participé à des actions en faveur de l'Ukraine. Il y a eu notamment la vente de spécialités culinaires ukrainiennes au Domino's Bar de Lemberg. Comment elles vont, ces familles qui se sont installées ici? Est-ce qu'elles ont pu s'intégrer? Est-ce qu'elles rêvent encore de retourner dans leur pays? Ou est-ce que comme la guerre se poursuit, et elles sont plus ces familles-là dans l'optique de rester, de s'installer définitivement ici? Oui, on a deux publics en fait, avec deux attitudes, disons pas opposées mais différentes. Les uns qui, comme vous le disiez, qui se disent, bon maintenant, ça fait 2 ans, ça va, au vu de la folie guerrière de la Russie, ça ne risque pas de s'arranger en Ukraine, et qui ont commencé à construire un projet de vie du côté en Allemagne ou en France, avec des formations, avec reconnaissance de diplôme, une action de reconnaissance de diplôme, et dans l'idée, dans une perspective de rester, du moins sur du moyen terme, en Allemagne. Et ensuite, il y a d'autres familles, dont souvent le mari d'ailleurs est encore en Ukraine et pour la plupart du temps au front, qui elles attendent et espèrent, comme nous tous d'ailleurs, que cette guerre s'arrête et qu'elles puissent retrouver leur mari ou leurs parents, leurs grands-parents, etc., qui sont restés en Ukraine. Et par rapport à la langue, on reproche souvent, d'ailleurs j'ai même entendu l'autre jour une représentante de l'État français qui disait ça, ah oui, ça fait 2 ans qu'elles sont là, elles ne parlent même pas le français, alors que c'était des réfugiés qui étaient en Allemagne, mais bon, passons sur ce détail. Mais au niveau de la langue, on remarque aussi qu'en fonction du projet, on apprend plus ou moins vite une langue. Celles et ceux qui souhaitent rester, s'intégrer, sont passés du niveau A1 au niveau B2, C1 très rapidement, en 1 an et demi, 2 ans. Les autres ont un peu plus de mal et se retrouvent plutôt entre elles pour se rassurer, pour retrouver leur tradition, leur culture, etc. Et ce n'est pas leur projet prioritaire. Oui. Alors en attendant, maintenant tout ça, la mobilisation continue, et tout particulièrement cette semaine qui marque 2 ans de guerre. Vous avez organisé une conférence de presse samedi au Domino's Bar à Lemberg pour dévoiler le programme. Quelles sont les prochaines actions? Oui. Par rapport aux actions, peut-être 2 mots sur les actions passées, si vous me le permettez. Les actions passées qui ont été très riches. Alors très riches aussi au niveau culturel. Parce que nous avons eu l'occasion d'être confrontés à des choses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans notre quotidien, des situations difficiles où il a fallu trouver des solutions au quotidien. Donc
On parlait du froid, tout à l'heure la présidente parlait d'une action qu'on avait menée pour des soldats qui étaient effectivement au front. Je voudrais préciser que nous ne fournissons pas d'armes ou l'idée là, c'était juste de leur fournir des gilets chauds afin que dans leur tranchée, ils souffrent un peu moins du froid. Et par rapport au froid, le froid, c'est intéressant parce que c'est intéressant. C'est aussi quelque chose qui nous lie, parce que nous habitons aussi une région où il fait peut-être plus froid que dans le restant de la France, et nous avons notamment des clubs de tricot. Et au travers de ces clubs de tricot, nous avons monté une action, donc Tricoter pour l'Ukraine, où des femmes se retrouvaient, c'était plutôt des femmes, hein, je suis désolé, il n'y avait pas d'hommes dans le club de tricot, et donc ces femmes se retrouvaient pour tricoter des couvertures, des châles, etc., pour des vieillards, des enfants en bas âge en Ukraine. Et par là même, des réfugiés ukrainiennes étaient venus aussi dans ces clubs pour échanger, si ce n'est la technique du tricot, etc., de créer aussi de l'interculturel juste au niveau du tricot. Voilà, et ça c'était... alors c'est une des actions. Pour les actions... Les actions cette semaine. Donc on a depuis le 17 février, nous vendons des bougies. Alors pourquoi des bougies? Parce que la bougie, c'est la lueur, c'est l'espoir, malgré tout, pour ne pas oublier. Parce qu'on a aussi un peu une petite musique qui est en train de circuler, où on se dit, oh, finalement, c'est pas si grave, on n'a qu'à négocier avec Poutine, etc. Je crois que non, on a vu ce dont Poutine était capable encore très récemment, avec l'assassinat de ce dissident. Et alors là, je vais faire un petit écart politique, et je suis, moi et les membres de l'association, exaspérés d'entendre des gens du Rassemblement national aujourd'hui présenter leurs condoléances à la famille de ce dissident, alors qu'ils ont refusé au Parlement européen de voter toute sanction contre Poutine et toute motion de soutien à ce dissident. Voilà. Votre association, elle est censée être apolitique. Oui, mais la politique est quand même ce qui nous... Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce qu'il y a eu une invasion, et qui est une invasion très, très politique de la part de Poutine en Ukraine. Alors venons-en aux nouvelles actions là, pour les 2 ans. Les bougies, je reviens aux bougies, donc des bougies vous en avez des exemplaires ici, hein, des bougies bleues et jaunes aux couleurs de l'Ukraine que nous vendons afin que l'on se souvienne que ce conflit est encore là, que ce conflit est en Europe et que le peuple ukrainien se bat actuellement pour notre démocratie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, il continuera par la Pologne, par l'Estonie, et ensuite, ce sera notre tour. En vendant la bougie, vous vendez des bougies. Voilà, et en vendant la bougie, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer une vieille dame vendredi à l'Intermarché de Lemberg, qui me dit, j'en prends 4. Je dis, pourquoi vous en voulez 4? J'ai connu le temps où on était obligé de descendre dans les caves, et si ça continue, si on n'arrive pas à l'arrêter, on sera de nouveau obligé de descendre. Voilà. Donc on vend ces bougies à l'Intermarché, on les vend aussi au domino, dans différents réseaux, par le porte-à-porte, dans les différents villages, afin que les personnes puissent les allumer pour se souvenir le 24 février au soir devant leurs fenêtres. Donc l'idée que 3000 bougies puissent être allumées dans le pays de Bitche le 24 au soir, ce sera peut-être même visible. Hautement symbolique. Visible de l'espace. Et puis vous avez une veillée aussi à Götzenbrück, c'est ça? Voilà. Et le 23, nous faisons une commémoration à 18h, encore une fois pour ne pas oublier, sur la place du village de Götzenbrück, avec aussi vente de spécialités culinaires ukrainiennes, avec de la musique. Et donc on espère que les gens viendront autour des feux qui seront allumés. Il y aura des feux qui seront allumés ce soir-là pour démontrer, encore une fois, et je n'en doute pas, hein, le pays de Bitche est solidaire de l'Ukraine parce que le pays de Bitche a lui-même, et l'histoire nous le rappelle, vécu des situations qui correspondaient.
Si des personnes, alors on est une association avec que des bénévoles, si des personnes sont intéressées pour revendre des bougies, elles peuvent aussi nous contacter. Nous avons suffisamment de bougies fabriquées alors pour celles-ci localement, par les bougies bars, et les autres que nous vendons, ce sont des boules un peu plus grosses et qui elles sont fabriquées. Et là aussi, c'était important pour nous de soutenir l'insertion des handicapés par le travail, donc de l'ESAT de la Ruche à Göteborg. Et bien voilà, le message est passé. On va laisser le mot de la fin à la présidente de l'association franco-germano-ukrainienne. Europa soll nicht vergessen, dass in der Ukraine weiterhin Krieg ist, weil es kam zu solchen Lockerungen, die Leute denken, aha, in der Ukraine. L'Europe ne doit pas oublier qu'il y a cette guerre en Ukraine. Les gens se disent, bon, la guerre se poursuit, mais je ne suis pas concernée, chez moi tout va bien, j'ai à manger, j'ai à boire. Mais si Poutine va plus loin, toute l'Europe peut être concernée. C'est pour ça qu'il faut tous poursuivre notre soutien envers les Ukrainiens pour que plus tard on soit aidés aussi. Für die Ukraine, dass es weiter also geholfen wird. Alors ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Marie-Claire Glad-Jonas, vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait, je partage cet avis et je voulais aussi rajouter que moi personnellement, nos parents, mes grands-parents ont été accueillis en Alsace aussi pendant la guerre, donc 39-45. Et mes grands-parents, mon grand-père a laissé un petit écrit où il disait qu'il était très bien accueilli dans le village, à Wolfskirchen. Et nous avons également encore des contacts avec cette famille actuellement. Et donc je trouve que c'est extrêmement important de se battre contre toutes les formes de violence, quelle qu'elle soit, et surtout la violence créée par la guerre. Qu'en 2024, on soit encore confronté à cette problématique, je trouve ça vraiment... voilà. Donc c'est pour ça que je partage tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner dans cette émission. Dans un instant, on fait un tour d'horizon de l'actualité sportive. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, notre téléphone portable est devenu un véritable atout du quotidien. Pour nous simplifier la vie, on pouvait déjà y stocker par exemple nos cartes de fidélité ou encore nos cartes de paiement. Depuis peu, via l'application France Identité, c'est notre carte d'identité dématérialisée qu'on pouvait ajouter pour faciliter des demandes de justificatifs par exemple. Et depuis la semaine dernière, c'est le permis de conduire qui a été ajouté. La carte vitale numérique est actuellement en phase d'expérimentation dans plusieurs départements et d'autres documents devraient progressivement être ajoutés, comme par exemple la carte grise ou encore l'attestation d'assurance. Mais il existe une autre application que vous utilisez certainement tous, c'est l'application Météo. Et si vous l'ouvrez aujourd'hui, vous pourrez voir que pour demain, c'est un ciel encore très nuageux qui nous attend. Quelques trouées seront possibles dans la matinée, mais les nuages seront plus nombreux dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 6 degrés et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les aimés et il fera jour de 7h31 à 17h58. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain! J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un artiste du territoire. Il est originaire de Lemberg, ostéopathe de métier. Il est auteur, compositeur et interprète. Il est venu nous faire découvrir son univers. Il s'appelle Harald. Alors tu te lances le défi d'affronter ton boss. Oui, tu t'élances, tu te plantes, tu te prends des baffes. Mais tous ces coups
tu t'en sers pour soigner tes bosses, puis tu décampes encore. Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Pour découvrir cette émission en intégralité, retrouvez-nous ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. À Arène, les supporters de l'EFS sont passés par toutes les émotions. Opposés à Reiperswiller dans le cadre de la Coupe de football du Grand Est, leur protégé était mené 2-0 en infériorité numérique, avant de retourner la situation et d'égaliser dans les arrêts de jeu. La qualification s'est jouée au tir au but et c'est l'équipe de Reiperswiller qui s'est imposée. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. On pensait arriver à 0-0 à la mi-temps, il y a eu un but à la 44e, 45e. Après, on a un peu secoué tout le monde à la mi-temps et puis le match bascule sur une période où on se retrouve à 10. À partir de là, on jette toutes les forces dans la bataille. On revient à 2-1, on égalise à 2-2 et après on perd au pénalty, donc beaucoup de frustration. Après, j'ai mon équipe qui s'est battue jusqu'au bout, malgré l'avantage pour Reiperswiller, qui est en plus une division au-dessus. Du coup, malgré cet avantage, on a réussi à revenir au score, en plus à 10. Du coup, forcément, quand même une grosse satisfaction vis-à-vis de la combativité de l'équipe jusqu'à la fin du match. C'est une bonne remontée dans le classement pour l'équipe féminine du club de volley-ball de Sarralbe. Elles avaient perdu face à Chaumont au match aller 2-7-3 le 11 novembre dernier. Dimanche, elles ont obtenu leur revanche à domicile 3-7-0. Retour sur la rencontre avec Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. C'est un carton plein pour les filles de Jérôme Laurent à domicile. Pour le championnat en pré-national, les volleyeuses de Sarralbe ont disputé leur second match face à l'équipe de Chaumont. C'était une victoire totale. Elles ont gagné 3-7-0, 25-22, 25-15 et 25-20. Le match aller chez leur adversaire s'était soldé par une défaite 2-3. C'est une équipe qu'on avait rencontrée au match aller, et donc on savait quel était leur point fort et on a attelé notre travail sur le contre et sur les choses pour les mettre eux en difficulté et nous donner de l'aisance dans notre jeu. L'entraînement a porté ses fruits. Le troisième set était plus corsé que les autres, mais les volleyeuses de Sarralbe n'ont rien lâché. Avec cette dernière rencontre, le club local gagne 2 places dans le classement en passant de la 8e à la 6e place avec 16 points. L'équipe de Chaumont est à la fin du tableau. La suite de la compétition sera plus difficile. Alors on va rencontrer maintenant 2 grosses équipes du haut de tableau. Le but c'est d'aller chercher, de leur récupérer un set ou 2, pourquoi pas, et peut-être une victoire, mais effectivement le but c'est d'aller chercher au moins un set sur des très grosses équipes. Le prochain match se jouera face à Terville-Florange le 16 mars. Ils vont partir à l'assaut de la course de VTT la plus dure au monde. Yannick et Jean, 2 membres du Sprinter Club de Sarreguemines, originaires de l'arrondissement, se sont lancés cet énorme défi. Ils s'entraînent depuis plusieurs mois pour participer à l'Absa Cap Epic en Afrique du Sud. Thibaut Desmerlet les a filmés en plein entraînement. Séance d'entraînement pour Yannick et Jean aux abords de l'étang de Homburo. Ils s'entraînent maintenant depuis plusieurs mois pour être prêts à affronter la Cap Epic en Afrique du Sud, une course VTT réputée comme étant la plus dure au monde. Cette année, ce sera la 20e édition et ce sera la plus ardue de toutes, 613 km en étape sur 8 jours, avec 16 850 mètres de dénivelé positif. Du coup, c'était un rêve depuis plusieurs années. C'est assez difficile d'avoir des places. J'ai eu la chance d'être tiré au sort sur liste d'attente. L'objectif premier, c'est de finir, de prendre du plaisir, de profiter des beaux paysages. Il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre physiquement et comment on va y réagir. Nos 2 cyclistes sont membres au Sprinter Club de Sarreguemines qui pouvait leur fournir une licence de la Fédération française de cyclisme pour pouvoir participer. Yannick et Jean ne seront pas les seuls. 1400 participants prendront part à l'aventure divisée en 700 équipes. Des grands noms du Tour de France y participent.
Du coup, il fallait quelqu'un avec qui on allait partager, être 24 heures sur 24 ensemble, donc quelqu'un avec qui on s'entende bien, quelqu'un qui a un niveau similaire, et du coup, je pense que Jean est les bons alliés pour aller avec moi là-bas. La proposition de base, c'était est-ce qu'un raid de VTT m'intéresserait, donc j'avais répondu que oui. Et finalement, de fil en aiguille, il a réussi à m'emmener en Afrique pour ce fameux raid VTT, quoi. C'est un événement qu'on peut vivre, je pense, qu'une fois dans sa vie. Donc le temps de décision était court, mais il ne fallait pas hésiter. Donc voilà, j'ai accepté comme ça. Yannick et Jean vont continuer à s'entraîner en binôme et en solo jusqu'au départ pour l'Afrique du Sud. Le public pourra suivre leur périple via un compte Instagram. La compétition se fera du 17 au 24 mars. Un club en plein boom par ses résultats sportifs, la hausse du nombre de ses licenciés et avec la perspective d'un déménagement futur au Bliss Park, le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence est dans une dynamique exceptionnelle. Guillaume Dumonteil s'en est rendu compte. Donc en juin 2021, on était 39 et puis donc on est passé juin 2022 à 54, puis 63 et puis là maintenant on est 86. En moins de 3 ans, le nombre de licenciés a donc plus que doublé au cercle d'escrime Sarreguemines Confluence. Il et elle pratiquent une discipline accessible à tous les sexes et à tous les âges à partir de 6 ans. Il y en a pour tous les goûts, entre les tireurs intéressés par l'escrime artistique et ceux qui sont attirés par le volet sportif avec l'escrime olympique. On essaye de toucher. Et aussi, il faut réfléchir. J'aime bien ce sport parce qu'il y a beaucoup de combativité, mais on peut quand même être amis les uns les autres, mais que sur la piste, on ne se fait pas de cadeaux. C'est un sport qui permet aussi en même temps de s'amuser et de pouvoir faire des compétitions. J'aime bien ce sport parce que c'est un sport qui bouge et qu'il y a du combat, et j'aime bien. Ce qui me plaît, c'est sportif et puis j'aime bien, je me défonce là-bas, quoi. Je fais ce sport parce que c'est un sport qui est très mental et j'aime bien réfléchir sur tout et n'importe quoi en fait. Et c'est un sport qui me dépense beaucoup et on est vraiment avec les amis au club. C'est très cool, c'est une ambiance très conviviale. Parmi les licenciés du club engagés en compétition, certains réussissent de bonnes performances. L'année dernière, on a eu des résultats vraiment exceptionnels avec de nombreux podiums sur les championnats de Moselle et aussi la Coupe de Lorraine. Les enfants ont presque tout gagné, donc c'était vraiment une belle surprise. Et ensuite, ils sélectionnent les 5 meilleurs de chaque région, Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne, pour faire un Masters Grand Est. Et là, j'ai encore un moins de 11 ans qui gagne le Masters. Donc ça nous positionne très très haut dans la hiérarchie des clubs fleurettistes, donc qui font du fleuret. Et ça, c'est une super progression. Cette année, ça se poursuit aussi avec de nombreux podiums. On continue sur notre lancée, les enfants continuent à progresser. On espère aller encore plus loin avec des championnats de France, etc. Cette dynamique positive pour le club devrait encore se poursuivre avec le déménagement attendu du cercle d'escrime Sarreguemines Confluence dans le complexe sportif du Bliss Park. Là-bas, les escrimeurs bénéficieront d'une installation de top niveau. La salle d'armes, on va dire la plus grande, en tout cas la plus moderne de Lorraine, est une des plus grandes de tout le Grand Est, effectivement. Qui va nous permettre aussi d'organiser différentes compétitions à différents niveaux, partant de la Coupe de Moselle, on va dire des petites catégories, Coupe de Moselle, Championnat de Moselle, petite catégorie, jusqu'à, et là si on utilise la totalité du complexe, on peut envisager des quarts de finale de championnat de France, des choses comme ça, oui. Au Bliss Park, le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence disposera de 14 pistes métalliques, des supports dédiés à la compétition et de davantage de créneaux d'entraînement pour travailler avec les escrimeurs par niveau, ce qui devrait permettre aux uns et aux autres de progresser plus rapidement.